J'étais dans la salle paroissiale de l'église Saint-Martin quand ma belle-fille l'a dit, d'une voix claire et sonore, le menton haut, les yeux plantés dans les miens. Le plus beau cadeau pour mon mariage, a-t-elle déclaré, serait que tu disparaisses de notre famille pour toujours. Le silence s'est abattu sur la pièce. Les chaises pliantes, les nappes en papier blanc, un plateau de sablé à moitié vide. J'ai attendu que ma femme éclate de rire, qu'elle dise quelque chose pour désamorcer la situation. Elle n'a rien dit. Carole a hoché la tête. C'est à ce moment-là, ce n'était pas bruyant, pas théâtral, juste un petit hochement de tête banal qui m'a fait l'effet d'une porte se fermant à double tour au fond de ma poitrine. 3 semaines plus tard, elle se retrouverait dans cette même salle, la voix haute et le visage rouge, à contempler une maison vide en se demandant comment tout avait pu s'effondrer si vite. Mais à cet instant, dans cette pièce silencieuse, je n'ai fait que prendre une inspiration et compter jusqu'à 3. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas haussé le ton, je n'ai pas supplié. J'ai simplement regardé Émilie, 28 ans, les cheveux tirés en un chignon strict, son classeur d'organisation de mariage serré contre sa poitrine comme un bouclier, et j'ai dit « D'accord ». Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ça. Pour bien comprendre, il faut que je vous situe un peu les choses. Je m'appelle Thomas Girard. Ce printemps-là, j'avais 56 ans et je vivais près de Lyon. J'ai été électricien presque toute ma vie. 34 ans de matins glacial, de caves humides et de mains qui semblaient toujours vibrer un peu, même la nuit. Mes phalanges étaient épaisses, mes doigts à moitié engourdis par des années à sertir des fils et à serrer des vis. Carole et moi étions mariés depuis 12 ans. Elle avait une fille, Émilie, qui avait 16 ans quand je l'avais rencontrée. Son vrai père était parti depuis longtemps. Je n'avais pas essayé de le remplacer. Je m'étais juste contenté d'être là. Pour la récupérer à la sortie du lycée, pour changer un pneu crevé, pour les leçons de conduite accompagnées sur le parking désert du supermarché. C'est moi qui lui avais appris à faire un créneau dans mon vieux fourgon Peugeot, le pied flottant au-dessus du frein, la voix calme, même quand elle avait heurté le trottoir. Au début, elle m'appelait Thomas, puis papa, et puis, un jour, elle a cessé de m'appeler tout court. Notre maison se trouvait dans une impasse tranquille, bordée de pommiers d'ornement. C'est moi qui avais versé l'apport pour l'acheter. Mon nom était sur le prêt immobilier, celui de Carole aussi. Émilie aimait appeler ça la maison de famille, surtout quand elle parlait d'y organiser des fêtes ou des dîners avant le mariage. Ce mariage avait tout envahi. La salle, le traiteur, le fleuriste. La voix d'Émilie sur haut-parleur pendant que Carole arpentait la cuisine en hochant la tête, souriant et répétant « Bien sûr, ma chérie ». Je payais la plupart des factures sans me plaindre. C'est ce qu'on fait, me disais-je. On investit dans les gens qu'on aime. La réunion à l'église était censée être simple. Le nombre final d'invités, le plan de table, qui serait assis où. Émilie se tenait devant, son classeur à la main, tournant les pages comme une chef de projet. Puis elle s'est raclée la gorge. « Il y a juste une dernière chose », a-t-elle dit, en regardant d'abord Carole, puis moi. « Je ne veux pas de malaise le jour de mon mariage. » Carole s'est agitée sur sa chaise. Je connaissais ce mouvement. C'était celui qu'elle faisait quand elle ne voulait pas choisir son camp. « Les gens pourraient être troublés », a continué Émilie. « Je veux dire, tu n'es pas vraiment mon père. » J'ai acquiescé une fois. Ça ne faisait pas aussi mal qu'elle l'imaginait probablement. « Et honnêtement, a-t-elle ajouté, ça me ferait vraiment plaisir que tu te mettes en retrait, complètement. » J'ai attendu. Elle a pris une inspiration et a lâché le reste. « Le plus beau cadeau serait que tu disparaisses de notre famille pour toujours. » Je me suis tourné vers Carole. 12 ans de mariage, un compte joint, des dimanches matins tranquilles. J'ai cherché quelque chose sur son visage, n'importe quoi. Elle a hoché la tête. Je me souviens avoir remarqué à quel point l'horloge sur le mur semblait bruyante après ça. Tic, tac, tic. « D'accord », ai-je répété. Ce soir-là, j'ai fait un petit sac de sport, des jeans, des chemises de travail, ma brosse à dents. J'ai laissé le reste. Les photos de famille, le canapé que j'avais réparé 2 fois, les étagères du garage que j'avais construites de mes propres mains. Carole m'observait depuis l'encadrement de la porte de la chambre. « Thomas », a-t-elle commencé, comme si elle allait ajouter quelque chose, mais rien n'est venu. J'ai laissé mes clés de maison sur le comptoir, à côté du classeur du mariage. La première nuit, j'ai dormi dans mon fourgon, garé derrière un relais routier sur une aire de l'A6. L'odeur de graillon flottait dans l'air à chaque fois que la porte s'ouvrait. Je suis resté assis là, avec un mauvais café,
les mains enroulées autour du gobelet, à regarder le vide. Au matin, mon téléphone était plein de messages, d'appels manqués, de SMS confus. Émilie qui demandait à quoi je jouais, Carole qui demandait où j'étais. Je n'ai pas répondu. Je suis allé travailler. J'ai tiré des câbles, serré des vis, fait mon boulot. Le monde ne s'était pas arrêté simplement parce que mon mariage était fini. Pendant ma pause déjeuner, assis dans mon camion, j'ai regardé l'application de ma banque sur mon téléphone. Le prêt immobilier que je remboursais depuis des années, l'assurance habitation à mon nom, l'acte de propriété que j'avais signé sans trop y penser à l'époque. Disparaître, songeais-je. Très bien. Mais disparaître, ça ne voulait pas dire se volatiliser. Ça voulait dire se retirer méthodiquement et laisser tout ce sur quoi elle s'appuyait ressentir le poids de cette absence. J'ai démarré le moteur et j'ai roulé vers la ville, en direction d'une vieille agence immobilière dont l'enseigne délavée m'était familière. Je n'étais pas en colère, pas encore. C'était juste fini. Il m'a fallu un peu de temps avant de me garer devant l'agence. J'ai fait le tour du pâté de maison une fois, puis deux, le clignotant rythmant mes pensées. Étonnamment, je ne tremblais pas. Je m'étais toujours imaginé qu'une telle situation s'accompagnerait de cris, de colère, peut-être d'une porte qui claque. Au lieu de ça, je me sentais vide, comme si on m'avait évidé en oubliant de remettre quoi que ce soit à l'intérieur. Je me suis arrêté à une station-service, j'ai fait le plein. Un vieil homme à la pompe d'à côté m'a fait un signe de tête. Le genre de regard que les hommes de notre âge échangent sans un mot. Une simple reconnaissance. Toujours là? Toujours en vie? Un nouveau SMS de Carole. Thomas, ça a assez duré, il faut qu'on parle. J'ai commencé à taper une réponse, l'ai effacée, puis j'ai verrouillé mon écran. Parler, c'est ce qu'elles avaient fait. Décider sans moi, d'un hochement de tête. En milieu d'après-midi, je me suis retrouvé devant la caisse d'épargne. L'agence n'avait pas changé. À l'intérieur, une jeune femme au guichet m'a souri. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ? Je voudrais faire le point sur plusieurs comptes, ai-je dit. Les comptes joints. » Elle a acquiescé, tapoté sur son clavier, demandé une pièce d'identité. Tout était calme, ordinaire. C'était ça, l'étrange. La vie continuait comme si de rien n'était. Nous avons passé en revue les relevés, le compte courant, le livret d'épargne, celui qui servait aux dépenses du mariage. Je n'ai rien clôturé. J'ai juste posé des questions, pris des notes. Ce soir-là, j'ai dormi dans un hôtel miteux près de l'autoroute. Des murs beiges, un lit qui s'affaissait au milieu. Allongé, je fixais le plafond en pensant à la maison. Au grincement de la 3e marche de l'escalier, à l'odeur du shampoing de Carole dans la salle de bain. J'ai pensé à Émilie à 16 ans, les mains crispées sur le volant pendant que je la guidais pour son premier virage à gauche. « Doucement, tu as le temps », lui avais-je dit. Mais moi, en avais-je eu ? Le lendemain matin, je suis retourné à la maison pendant que Carole était au travail. J'ai utilisé le double des clés que j'avais gardées. En traversant les pièces, j'ai eu l'impression de m'introduire par effraction dans ma propre vie. J'ai emballé quelques affaires de plus. Ma boîte à outils, une photo encadrée de mon père, ma vieille veste en flanelle. Je n'ai touché à rien qui criait « Marie ». Sur le comptoir de la cuisine, le classeur du mariage était exactement là où je l'avais laissé. Quand Carole est rentrée ce soir-là, mon côté du placard était vide. « Tu le fais vraiment ?» a-t-elle dit, les bras croisés. « Oui. »« Tu nous punis ?» Je l'ai regardée, vraiment regardée. Les rides autour de sa bouche, la façon dont elle évitait mon regard. « Non, ai-je répondu. Je me mets en retrait, comme vous le vouliez. » Son visage a changé, pas de la colère ni de la tristesse, juste de l'incertitude, comme si elle réalisait enfin que quelque chose s'était mis en mouvement et qu'elle ne pouvait plus l'arrêter. Les jours suivants, les appels se sont intensifiés. Émilie laissait des messages vocaux passant de la fureur à la panique. « Tu ne peux pas partir comme ça. Tu te rends compte de l'image que ça donne ?» Les messages de Carole étaient plus calmes. « On peut arranger ça. S'il te plaît, rentre à la maison. Tu fais du mal à tout le monde. » Je n'ai pas répondu. J'ai pris rendez-vous avec David Mercier, un agent immobilier que je connaissais depuis des années. « Tu es sérieux ?» m'a demandé David en parcourant les papiers. « Très sérieux. Une vente rapide ou très rapide ? Nette et sans bavure. » Signer le mandat de vente a été plus lourd que je ne l'imaginais. Non pas que je doutais, mais cela rendait tout définitif. La maison allait se vendre. Les plans de mariage qui y étaient liés allaient s'effondrer. Je le savais. Ce soir-là, Carole s'est présentée à l'hôtel. « Tu es en train de tout détruire », a-t-elle dit, les yeux brillants. « Pourquoi ?»« Pour moi », ai-je répondu sans élever la voix. Elle a eu un rire sec, cassant. «
Tu crois que ça va bien se finir ? Je crois que ça va se finir, honnêtement. Le lendemain matin, le panneau « À vendre » a été planté dans le jardin. L'après-midi, mon téléphone a explosé. Émilie hurlait, Carole pleurait. Quelqu'un de la salle de réception a appelé, confus, demandant qui avait encore l'autorité pour approuver les événements prévus à la maison. J'ai laissé sonner. Disparaître, avait-elle dit. C'est exactement ce que je faisais. Silencieusement, légalement, pièce par pièce. Et plus je m'éloignais, plus je réalisais à quel point je soutenais leur monde sans jamais en être remercié. Cette prise de conscience n'avait pas encore le goût de la victoire. C'était plutôt comme si le sol se dérobait sous les pieds de tout le monde, y compris des miens. L'annonce de la maison a été mise en ligne un jeudi. David m'a envoyé une photo. Des images lumineuses, des angles larges. La pelouse avait l'air plus verte que dans mes souvenirs. Mon téléphone a vibré. C'était Carole. Émilie est en larmes. Elle dit que tu l'humilies. J'ai posé le téléphone face contre table. Quelques minutes plus tard, une autre vibration. S'il te plaît, on peut parler, rentre à la maison. La maison. Le mot semblait flotter, ne plus m'appartenir. J'ai pensé au premier hiver dans cette maison, quand je me levais tôt pour déneiger l'allée avant de partir au travail, pour que Carole ne glisse pas. Comment j'avais changé la chaudière moi-même pour économiser de l'argent. Comment Émilie ramenait ses amis et riait bruyamment dans la cuisine, sans jamais se soucier des factures, du chauffage, ou de qui rendait tout cela possible. Le lendemain, je me suis rendu au service de la publicité foncière à Lyon. Un bâtiment administratif gris et impersonnel. Mon nom apparaissait en premier sur l'acte de propriété. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Sur le chemin du retour, mon téléphone a sonné. C'était la salle de réception. « Monsieur Girard ?» a demandé une femme, polie mais ferme. « Nous appelons, car il semble y avoir une confusion concernant la propriété utilisée pour le vin d'honneur. »« Il n'y a aucune confusion, » ai-je répondu. « La maison est en vente. » Silence à l'autre bout du fil. « Eh bien, » a-t-elle repris prudemment, sans confirmation du propriétaire et une attestation d'assurance, nous ne pouvons pas maintenir la réservation. Je comprends. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Pas de peur, d'adrénaline, parce que maintenant, c'était réel. Les conséquences dépassaient les messages de colère et les sentiments blessés. Ce soir-là, Carole s'est de nouveau présentée à l'hôtel. Elle est restée près de mon fourgon alors que j'étais assis au volant, moteur éteint. « Tu fais du mal à Émilie », a-t-elle dit à travers la fenêtre ouverte. « Ce n'est pas moi qui ai commencé. Tu es son père ?»« Je l'étais », ai-je répondu doucement, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Sa mâchoire s'est crispée. « Tu prends plaisir à faire ça ?» J'ai secoué la tête. « J'essaie de survivre à ça. » Elle s'est penchée. « Si tu continues, il n'y aura pas de retour en arrière. » Je l'ai regardée, vraiment. « C'est toi qui as déjà pris cette décision. Tu ne pensais simplement pas que je l'accepterais. » Elle a reculé, comme si je l'avais poussée. La première offre sur la maison est arrivée 2 jours plus tard. David a appelé, la voix prudente. « On peut contre-proposer ? » « Accepter, ai-je coupé. En raccrochant, j'ai senti une finalité s'installer. La robe de mariée d'Émilie était toujours suspendue dans le placard de la chambre d'amis. J'avais aidé à installer la tringle moi-même. Seul dans ma chambre d'hôtel ce soir-là, j'ai sorti une vieille photo de mon portefeuille. Émilie, à 17 ans, assise au volant de mon fourgon, souriant comme si elle venait de gagner un prix. Disparaître, ai-je réalisé, ce n'était pas une punition. C'était abandonner l'illusion qu'un amour donné serait toujours rendu. Et une fois que j'ai vu ça clairement, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La vente a été finalisée un mardi matin, chez le notaire. Le bruit du stylo sur la dernière page du contrat. Un léger grattement, rien de dramatique. 12 ans de mensualité, 12 hivers à déneiger, 12 étés à tondre cette pelouse pendant qu'Émilie consultait son téléphone sur la terrasse. Les appels ont commencé avant même que je n'ai quitté le parking de l'étude. Carole d'abord. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle demandé, à bout de souffle. « J'ai vendu la maison. »« Tu ne peux pas. » Je l'ai fait. Un silence, puis d'une voix plus faible. « Le traiteur vient de m'appeler. Ils ont annulé le repas de mariage. Ils disent qu'ils ne peuvent pas continuer sans la propriété. » J'imaginais Émilie, son classeur, ses plannings millimétrés. Je l'imaginais, le téléphone collé à l'oreille, essayant de garder une voix stable. « Je suis désolé, ai-je dit. Tu es en train de détruire son rêve. » « Non. » Je sors du tien. L'après-midi, le fleuriste a annulé. L'orchestre a suivi. Émilie m'a appelé d'un numéro qu'elle avait dû emprunter. J'ai répondu avant de pouvoir me retenir.
Tu as vendu la maison, a-t-elle hurlé. Tu es fou? Je t'avais prévenu que je disparaîtrais. Tu as fait ça exprès. Oui, la vérité, enfin. Tu ruines mon mariage, a-t-elle sangloté. Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit, ce sont les conséquences. Elle a raccroché. 2 jours plus tard, les acheteurs ont organisé une journée portes ouvertes. Des ballons accrochés à la boîte aux lettres, des inconnus parcourant les pièces où ma vie s'était déroulée. Émilie est venue. Je n'étais pas là, mais les voisins m'ont raconté plus tard. Des éclats de voix, des portes qui claquent, une jeune femme en larmes sur les marches du perron pendant que les gens faisaient semblant de ne pas regarder. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. « Thomas, c'est Richard, ton voisin. Je prends des nouvelles. Ça fait bizarre que tu ne sois plus là. Un voisin avait remarqué mon absence avant ma propre famille. Le mariage a été officiellement reporté le lundi suivant. Émilie a publié un message vague en ligne sur les personnes toxiques et la nécessité de poser des limites. J'ai quitté l'hôtel pour un petit appartement en location en périphérie. Une chambre, des murs fins, un balcon juste assez grand pour une chaise. Le premier soir, assis sur cette chaise, j'ai écouté le bruit de la circulation. Pas de cris, pas de classeurs, juste le calme. Un calme mérité. Elles pensaient que l'histoire était terminée. Elles avaient tort. Car si la maison était vide, quelque chose d'autre prenait forme. Quelque chose que j'avais construit lentement, délibérément. Je ne laissais pas le chaos derrière moi. Je laissais la vérité. Et bientôt, elle n'aurait d'autre choix que de lui faire face. Les acheteurs ont pris possession des lieux un vendredi matin. Je n'y suis pas allé. J'y étais déjà passé plus tôt dans la semaine, seul, dans les pièces nues qui sentaient la poussière et le produit de nettoyage. J'avais apporté une boîte, pas lourde, juste des papiers. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine, là où Carole avait l'habitude de trier les factures. La boîte contenait un unique classeur noir, épais. Sur la tranche, en lettres capitales, j'avais écrit « Ce qui disparaît ». À l'intérieur, des intercalaires, prêts immobiliers, assurances et factures, études et santé, frais de mariage, extra. Chaque section contenait des copies de chèques, des relevés, des notes de ma main, des dates, des montants. Pas d'opinion, pas d'insultes, juste des faits. Au-dessus du classeur, j'avais placé une enveloppe adressée à Émilie, pas à Carole, Émilie. L'appel est arrivé dans l'après-midi. Ce n'était pas Carole, mais Marc, le fiancé d'Émilie. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé, la voix tendue. « Ouvre-le », ai-je simplement dit. Une pause, le bruit de papier qu'on feuillette, une inspiration brusque. « Mon Dieu », a-t-il murmuré. On pouvait entendre Carole pleurer en arrière-plan, et la voix d'Émilie, aiguë et paniquée. « C'est de la manipulation, il a tout prévu », j'ai imaginé la scène. La maison vide, la lumière du soleil sur le comptoir où reposait le classeur. J'ai imaginé Émilie parcourant les pages, ses doigts s'arrêtant sur des chiffres qu'elle n'avait jamais remarqués. Les 1100 € de mensualité du prêt, les 6000 € pour son appareil dentaire, le chèque de 13 000 € d'acompte pour la salle, le fleuriste, l'orchestre, tout payé depuis le même compte. Sous extra, j'avais ajouté quelques détails oubliés. L'argent pour l'essence quand elle rentrait de la fac, les franchises d'assurance, l'hiver où j'avais couvert son loyer quand sa colocataire était partie. À la fin du classeur se trouvait la lettre. Une seule page. Émilie, tu m'as demandé de disparaître. Voilà ce qui disparaît quand je le fais. Il n'y a aucune colère là-dedans, juste les comptes. J'espère que ton mariage sera magnifique. Je ne serai pas là pour le voir. Thomas. On entendait Marc respirer lourdement au téléphone. Tu étais au courant de tout ça ? A-t-il demandé à Émilie. Silence. Un silence plus assourdissant que n'importe quel cri. Plus tard, Richard m'a raconté la suite. Émilie a jeté le classeur à travers la pièce. Les pages se sont envolées. Marc les a ramassées, une par une, sous le regard curieux mais discret des voisins. Une femme d'en face aurait dit « J'ai toujours pensé que c'était Thomas qui payait pour tout. » Le lendemain, j'ai reçu un email de Marc. « Je ne savais pas. Je suis désolé. Je ne crois pas que nous soyons prêts à nous marier. » Carole a envoyé un dernier message plus tard dans la journée. « J'aurais aimé que tu te battes plus fort. » J'ai tapé une seule phrase en réponse. Je l'ai fait, en silence, pendant des années. Ce fut la dernière chose que je lui ai jamais dite. Le temps a passé. L'été a glissé vers l'automne. Je me suis installé dans une routine. Le café du matin devant la fenêtre, le travail, le calme. Je dormais mieux. La tension qui vibrait à travers les murs de la maison avait disparu.
Près de la Toussaint, Carole s'est présentée à ma porte. « Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout », a-t-elle dit. Je l'ai fait. Son regard a balayé le petit salon, le canapé d'occasion, un endroit qui n'appartenait qu'à moi. « Tu as l'air différent. » Je le suis. Elle a hoché la tête, le même petit hochement de tête, mais cette fois, ça ne faisait plus mal. « J'espère que tu es heureux », a-t-elle dit. « Je suis en paix », ai-je répondu. Cet hiver-là, j'ai acheté ma propre maison, plus petite, payée comptant. Le premier soir, assis sur mon petit perron, j'ai regardé le soleil se coucher. Pas d'applaudissements, pas de public, juste le silence. Il m'arrivait de penser à Émilie parfois, sans colère, avec une sorte de tristesse lointaine. Ce que j'avais emporté avec moi, ce n'était ni l'argent, ni la propriété, ni même une quelconque vengeance. C'était ma dignité, c'était la vérité sur qui j'étais et qui j'avais toujours été. Elle m'avait demandé de disparaître. Ce qu'elle n'avait jamais compris, c'est que lorsqu'on pousse dehors celui qui tenait tout l'édifice, on ne perd pas seulement une personne. On perd aussi tout le poids qu'il portait en silence.